Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Rudy, Bonjour, et bienvenue tout le monde. bienvenue tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau live autour de l'architecture logicielle, qui est un sujet qui a l'air d'avoir pas mal plu vu le nombre d'inscrits qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, attends, faut que je remette sur le chat. Euh, donc un sujet pour lequel on va recevoir Rudy en froid. Merci beaucoup Rudy CTO de Capcar. Tu vas te présenter un peu plus après, donc je te laisserai la parole dans quelques minutes. Pendant que tout le monde se connecte, parce qu'il va y avoir encore du monde qui va se connecter dans les 2-3 prochaines minutes, je vais repréciser ce qu'est Modulo, qui organise ce live. Modulo, c'est un réseau qu'on a monté avec Claire et Thibaut, qui sont sûrement dans le public, pour aider les développeurs juniors à lancer leur carrière. On a fait ça parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin post-formation sur les deux premières années, on va dire, d'expérience pour les développeurs, qui étaient un peu difficiles. Après, tout va bien, mais avant, faut cravacher un peu, faut garder la motivation. Et donc, on a créé ce réseau qui permet aux développeurs de mieux s'orienter, de s'entraîner avec des tests techniques, des formations, de l'auto-formation, des projets. On propose aussi des missions avec des entreprises partenaires. Et enfin, on propose des lives pour avoir une vision un peu plus large du marché de la tech. Ah, il y a Claire qui se connecte. Bah, Claire, c'est la cofondatrice de Modulo. Je sais pas si on t'entend, Claire. Si, mais je coupe mon micro. Ça roule, parfait. Et donc, on fait plusieurs lives pour avoir une vision un peu plus 360 degrés du marché. Et donc là, ce soir, on fait un live un peu autour des bonnes pratiques, on va dire, sur l'architecture logicielle, donc une initiation à l'architecture logicielle que nous propose Rudy. Donc Rudy, après ces quelques minutes d'introduction, je vais te laisser la parole parce que tu as pas mal de choses à dire. Donc Hmm. à, Eh à ben, toi le micro. bienvenue tout le monde déjà. Alors on vous a pas menti, hein, aujourd'hui on va parler un peu d'architecture logicielle. Mais avant ça, je vais vous raconter un peu qui je suis. Donc moi c'est Rudy, je suis le CTO de Ah, Capcar. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche bien? on t'entend Ouais, bien. Par contre, on t'entend bien. on est passé Oui, sur pardon, c'est l'écran. moi. Ah, c'est toi? Ok, parfait. Ouais. Tu fais la régie, c'est nickel. Ok, donc grosse, je vais reprendre. Moi, c'est Rudy. Donc, je suis le CTO de Capcar. Je suis développeur depuis 20 ans et puis j'espère le rester encore 20, 30 ans de plus, hein, parce que le dev, le développement et la tech au sens large, c'est un hobby pour moi. Alors que ce soit le développement, l'architecture logicielle, l'infrastructure et puis tout ce qui vient graviter autour. Donc, je suis CTO, mais je reste avant tout un développeur. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de trois choses principales. Pourquoi on a besoin d'architecture logicielle? Un petit rappel sur les design patterns. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, on ne va pas tous les passer en revue, mais vraiment pour savoir et puis pour voir à quel point c'est important dans notre code au quotidien. Puis après, on parlera un peu plus de patterns d'architecture et puis de comment ça se concrétise dans la vie d'une entreprise. Alors, pourquoi on a besoin d'architecture? Concrètement, je pense que vous êtes tous sur des projets informatiques et on se rend compte assez rapidement que sur un nouveau projet, en fait, plus le temps passe, plus c'est dur de rajouter de nouvelles features parce qu'on a accumulé du code, c'est de plus en plus compliqué. Donc la productivité diminue et la valeur ajoutée au projet diminue. Donc là, plus le temps passe, plus la valeur qu'on insuffle dans le projet diminue. Donc on va avoir une courbe un peu comme ça, hein. Les premières semaines, ça va très vite, on produit pas mal de valeur. Puis de semaine en semaine, d'année en année, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que la plupart des logiciels sont développés tous les 5 ans. Enfin, ça peut être 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais on les redéveloppe parce que c'est compliqué de les faire évoluer, de les maintenir. Et ça coûte pas mal d'argent. Et puis à chaque fois, c'est un risque énorme parce qu'on perd. Il arrive parfois qu'on perde des features entre-temps, on a un gros investissement, mais heureusement, il y a des solutions pour ça. Et la solution, c'est l'architecture logicielle.
Et l'architecture logicielle, c'est là pour faciliter le développement et l'évolution du système, pour maximiser, mais surtout maintenir la productivité des développeurs dans le temps et rendre tous les ajouts, les modifications plus simples et rapides possibles. Donc, l'idée de l'architecture logicielle, c'est d'avancer en se laissant toujours un maximum d'options pour l'avenir, pour que ça puisse, que le logiciel, le système d'information, puisse continuer d'évoluer dans le temps. Et quand on en a en place et qu'on fait bien les choses, plutôt que d'avoir une courbe exponentielle inversée qui décroît fortement dans le temps, on arrive à la lisser et à faire en sorte qu'on puisse toujours produire des features et dégager de la valeur. Et quand on compare la différence entre les deux surfaces de ces courbes, on se rend compte que quand on a de l'architecture, quand on prend ça en considération, on produit beaucoup plus de valeur, mais pas juste les premières, au bout de quelques années, mais c'est quasiment immédiat, et puis ça dure dans la durée. Et un logiciel qui pourrait vivre 4-5 ans, en fait, on peut le faire vivre 10-15 ans, tout en le faisant évoluer. Donc ça, c'était ma première partie pour vous montrer comment, l'impact de l'architecture dans vos projets au quotidien, pourquoi on en fait et pourquoi on a besoin d'en faire. Rudy, il y avait juste une petite question Ouais. sur ta slide précédente autour des données qui sont représentées sur le graphique que tu mettais pour repréciser l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, grosso modo, c'est le nombre d'années en bas. Ouais, en bas, ouais. Puis sur la gauche, c'est une métrique. Alors, le chiffre est absolu, il veut rien dire, mais il faut voir ça comme la productivité, quoi. C'est surtout pour illustrer le phénomène. Ça peut varier d'une entreprise à un autre, d'un projet à un autre, mais c'est la productivité sur la durée. Okay. Ou la valeur dégagée, ajoutée au produit sur la durée. Ça roule. C'est apparemment très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là, ou que ça vous semble... Ça a l'air assez clair. Je vois que ça tape dans le chat. Mais Ok, je continue d'avancer du coup. Yes, vas-y. Donc, deuxième partie. Là, on va un peu parler des design patterns, qui va être patron de conception. Déjà, qu'est-ce que c'est? Je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler, mais pour vous donner une définition, c'est des arrangements de code qui sont utilisés, qui sont reconnus comme bonnes pratiques. En fait, c'est des solutions spécifiques à des problèmes bien précis. Et les problèmes, souvent, dans la tech, on n'a pas la plupart des problèmes auxquels on est confronté sont récurrents. Il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes, et il y a des gens qui ont déjà réfléchi à des solutions, développeurs assez seniors depuis des années, qu'ils ont partagé. Donc pour chaque problème que vous avez, souvent, il y a une solution qui existe. Et les design patterns, c'est ça, c'est des solutions pour des problèmes spécifiques. Je ne sais pas si tu donnes un exemple concret après, Rudy, mais est-ce que tu peux nous donner juste un exemple, par exemple, de problèmes qu'on rencontre régulièrement? Alors, sur les design patterns, ça va être des problèmes à assez bas niveau. Bon, je vais rentrer dans quelques exemples, mais en fait, quand on parle de design pattern dans un monde objet, il y a 3 grandes catégories de design pattern qui ont été mis en lumière par un livre qui s'appelle Design Pattern, qui a été écrit par 5 personnes. Donc, plusieurs livres sur le sujet, mais grosso modo, il y a des design patterns qui servent à créer des objets et configurer des classes. Alors, on pourrait le faire dans notre code un peu n'importe comment, mais il y a des patterns qui permettent d'apporter ces options et cette souplesse dans le code. Alors, quand on a besoin de créer un objet, on ne le crée pas forcément avec ma classe. On peut passer par des méthodes de factory qui permettent d'instancier ces objets, de passer des paramètres de manière dynamique ou non. Passer par des builders, par des différentes choses, quoi. Typiquement, alors je peux vous parler d'un, mais pour la création d'objets, des fois, on se rend compte qu'on a besoin d'une instance unique d'un objet. Alors, je ne sais pas si ça va l'illustrer avec un bon pattern, mais pour ça, il y a le singleton qu'on peut utiliser et qui permet d'avoir toujours dans un programme la même instance d'un objet. Donc, c'est des solutions, c'est des agencements de code qui permettent de répondre à cette problématique à assez bas niveau. Je veux construire un objet, comment je peux le construire pour répondre à ma problématique? Je veux être sûr d'avoir qu'une seule instance, comment je peux faire? Je veux... il y a des cas... il y a différents cas comme ça.
Et on va retrouver 3 grandes familles. Alors, des patterns qui servent à créer des objets et les configurer, des patterns qui servent à organiser les classes et le programme, et des patterns qui vont être plus des patterns autour du comportement des objets. Je ne vais pas faire une liste, je ne vais pas passer en revue tous ces patterns et dans quel cas ils servent. Mais typiquement, moi, il y en a certains que j'utilise assez souvent. Typiquement, si on prend les patterns comportementaux, moi, j'aime bien le pattern stratégie, pour citer que lui. Et puis, il est assez simple. Hein. C'est en gros, quand on définit du code dans un projet, bah, souvent, on se dit, bah, tiens, dans tel cas, j'ai un exemple. Alors, je peux avoir un exemple concret, hein, un exemple concret, mais j'ai besoin de récupérer des informations sur une voiture. Voilà, j'ai une plaque et puis j'ai 3 partenaires possibles qui me permettent de récupérer des informations à partir d'une plaque d'immatriculation d'une voiture. Je vais me dire, bah, bêtement, je vais m'intégrer avec ce partenaire et puis ça va fonctionner. Mais tu peux te dire aussi, bah, j'ai mon contexte. J'ai un contexte qui permet de récupérer, de faire des traitements à partir d'une plaque de voiture. Puis en fait, je vais avoir différentes stratégies pour pouvoir appeler différents partenaires pour récupérer ces plaques. Parce que je vais vouloir changer de partenaire pour récupérer ces informations. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais il y a pas mal de cas d'usage sur ce pattern stratégie qui permettent de substituer des traitements, un traitement à un autre. Enfin, je sais pas si ça vous semble clair ou pas. Je pourrais les passer en revue, mais là, c'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est de vous montrer. Il y a plein de patterns. Il y a des sites qui vous permettent de creuser chacun de ces patterns, comment on les utilise. Et l'idée, c'est surtout de vous inciter vivement à creuser ça, parce que ça vous permettra surtout de rendre votre code bien meilleur au quotidien et de ne pas réinventer la roue et des solutions, alors qu'il y a des choses qui existent déjà pour la plupart de vos problématiques. Est-ce que ça vous semble clair? Yes, pour moi, ça a l'air clair dans le public aussi. Voilà. Alors, là, ces design patterns que je vous ai montré, c'est vraiment dans un monde objet. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense que certains d'entre vous font de la programmation fonctionnelle, ou en tout cas utilisent des langages qui permettent de faire de la programmation fonctionnelle. Je pense beaucoup à JavaScript, qui a vraiment la cote en ce moment. Et ben, le JavaScript a aussi des patterns. Et puis, c'est un paradigme de programmation différent. Et puis là, on va retrouver les patterns. On ne faut pas se dire, je fais de JavaScript, donc je n'ai pas besoin de patterns. Je fais du fonctionnel, donc j'en ai pas. Il y a aussi des patterns, et la plupart, avec le langage, évoluent autour de ça. Ça, c'était une petite introduction sur les patterns. Alors, je vous ai présenté ça, parce que maintenant, on va voir les patrons les patterns d'architecture, et un pattern d'architecture est souvent composé de design patterns. Donc, c'est pour ça que je suis passé d'abord par les design patterns, parce que ça me permet de parler plus efficacement de l'architecture. Ok. Il y a plusieurs petites questions sur où est-ce qu'on peut trouver des ressources, où est-ce qu'on peut se former sur le design pattern. Peut-être qu'on y répondra à la fin, parce que c'est moi le sujet, si ça te va. On pourra en parler comme tu préfères. Alors, j'ai pas de ressources magiques en tête. Je pense que Google est un super outil. Il y a pas mal de choses, pas mal de sources diverses et variées. Et souvent, il faut multiplier les sources pour se faire une idée assez précise. Parce que la première que tu trouveras sera peut-être pas claire pour toi. Mais en les combinant, bah, souvent, ça apporte beaucoup de clarté. Ok. Et plusieurs questions sur les livres. Est-ce que tu as d'autres livres que celui que tu as présenté? Alors, ça c'est un exemple. Il y en a pas mal. Alors, design pattern, sur les design patterns, il y en a pas mal. Il y en a un qui a fait référence il y a quelques années. Après, j'en ai pas lu depuis un moment sur ce sujet. Donc, c'est quelque chose, une fois qu'on connaît les patterns, qu'on les utilise, bah, c'est pas quelque chose qu'on va relire. Donc, j'en ai pas forcément à vous conseiller là maintenant tout de suite pour ces patterns. Ok. Après, je vois dans le chat, il y a Refactoring Go. C'est vrai que c'est un très bon site qui les explique. Tous les patterns objets sont dessus. Il est très bien fait, donc il n'y a même pas besoin forcément d'un livre pour ça. Ok, top. Bon, en plus, si en plus on peut avoir quelques ressources par les membres du chat, c'est parfait.
Alors, ça me permet d'introduire l'architecture logicielle. Et souvent, l'architecture logicielle, c'est des combinaisons de patterns qui permettent, qui permettent ça. Il y a en fait ce problème et cette architecture, enfin l'architecture logicielle, ça n'a pas émergé, ça émerge pas que maintenant. Dans les systèmes un peu traditionnels, souvent on a vu apparaître des architectures en couches. Les architectures en couches, si je vous parle de MVC, je pense que vous connaissez tous, et puis tous ces dérivés, MVVM, MVP et autres. En fait, l'idée, c'était, pendant très longtemps, on a fait ça, c'était de découper notre système, notre application en différentes couches avec un rôle différent. Une couche dédiée à la présentation de notre donnée. Alors, développer un client lourd, c'est toute la partie interface. Quand on fait du web, c'est toute la partie HTML, CSS et puis nos vues. Une couche pour gérer plus la logique business. C'est la partie vraiment modèle. Et puis une couche base de données gère la persistance en base de données, en pouvant rajouter des couches intermédiaires. Et ça, c'était pendant des années, c'était le modèle assez traditionnel où on développait des couches techniques les unes sur les autres en disant que pour que ces différentes couches puissent évoluer séparément les unes des autres. C'est ce qui a permis pas mal de choses. C'est ce qui permet dans certaines boîtes d'avoir des équipes de développeurs front, des équipes de développeurs back, de faire, de changer la manière dont on communique avec une base de données sans impacter la manière dont on présente les données. Donc vraiment de voir l'architecture comme une succession de couches qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ça, c'est un modèle assez traditionnel qu'on a beaucoup retrouvé, qu'on utilise souvent au quotidien. Je pense que tous les frameworks que vous utilisez, il y a des notions de MVC. MVC, c'est exactement ça. Du modèle, des contrôleurs et puis des vues. Mais il y a quelques années, il y a d'autres modèles qui ont émergé, il y a d'autres typologies d'architecture. Et puis je pense là à l'architecture hexagonale ou la clean architecture ou l'architecture en oignon, des typologies d'architecture bien particulières qui se sont dit, mais découper ça en couches comme ça, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que chaque couche peut être très grosse et puis les faire évoluer, c'est pas simple. Donc, ils ont changé un peu d'approche en se disant, ce qu'on va mettre au centre, on va plus penser sous forme de couches, mais on va mettre au centre le métier de notre application et on va éloigner toutes les couches techniques qui vont être des adapteurs secondaires. Et l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer à un rythme différent le métier qui est au centre de l'application et les couches techniques, qu'elles soient connexion à la base de données, accès au système de fichiers, mais toutes les API, les communications externes. Et en faisant ça, en fait, on isole notre code métier. Donc, on a un code métier qui peut être cohérent et qui peut vivre vraiment un rythme très différent de celui des composants techniques. Parce qu'on sait qu'on est dans une industrie qui évolue très vite techniquement, mais nos métiers dans les boîtes, ils ont aussi beaucoup d'idées. Le métier peut évoluer aussi vite, surtout en start-up. Et décorréler les deux, ça a beaucoup de sens. Ça, c'est les principes qu'on drivé, la clean architecture d'un côté, l'architecture hexagonale. Puis je ne rentrerai pas dans les subtilités et ce qui différencie les deux, mais l'idée est vraiment là. C'est on isole le métier et puis on l'abstrait de toutes ces couches techniques. S'il y a des questions, je peux prendre au fur et à mesure. Tu peux prendre au fur et à mesure, j'allais te demander. Il y a une question, c'est est-ce que le BDD est essentiel qu'on est dans l'hexagonal et la clean architecture? Alors, on parle de BDD, mais on peut parler de TDD au sens large. En fait, le test driven development, behavior driven development a du sens partout, en fait. Mais il faut le voir plutôt comme une aide pour coder. Tu vas partir des tests pour coder notre code, c'est souvent gagner beaucoup de temps. Parce à vrai dire, c'est plus facile à faire. Ça nous oblige à savoir ce qu'on veut faire, déjà, et de se limiter à ce qu'on doit faire. Donc, on ne perd pas de temps, et puis en plus, on a un feedback ultra rapide pour coder ce qu'on a besoin. Et peu importe que le formaliste, ça soit un formaliste BDD, des ateliers et tout ce qu'il y a autour, ou pas, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à la question.
top oui. Donc ça a l'air d'être le cas. Mais oui, c'est une pratique, et là je parle d'architecture, mais il y a tout un tas de pratiques qui peuvent aider à mieux faire les choses et qui marchent bien avec certaines architectures, mais qui sont pas qui sont pas enfermés dans cette typologie d'architecture. Ouais. Il y a deux autres questions. Il y a Renaud qui dit, je ne comprends pas pas en quoi l'approche clean architecture est paradoxale avec le MVC. Alors, elle l'est pas, mais quand tu parles de MVC, en fait, tu as une représentation en couches. Donc, ça veut dire que plus tu es sur des couches, tes couches haut niveau sont dépendantes des couches bas niveau. Donc, au final, même si tu isoles, ta vue est dépendante de ton modèle et ton modèle est dépendant de ta base de données. Quand tu as cette typologie d'architecture, en fait, tu mets ton métier au centre et puis ton code métier n'est pas dépendant directement de que ce soit de ton infrastructure, des API ou autres. Tu les isoles les uns des autres pour pouvoir les remplacer. Tu n'as plus vraiment la même représentation. Je ne sais pas si ça semble clair comme explication. C'est Fabien qui a écrit ça? C'est Renaud. C'est qui écrit Renaud? ça. Pardon. J'ai du mal à tout suivre, à parler en même temps tout le Yes, il y en a pas mal. Renaud, n'hésite pas à dire si ça te convient comme réponse. Et il y a plusieurs questions après derrière, effectivement, mais je crois que c'est questions-réponses en fait directement dans le chat, c'est pour ça. Ok. Et t'as Abdelatif qui enchaîne sur. Ah oui, ça l'est. Bon. Sur comment un projet MVC est-il pertinent dans certains cas où vaut-il mieux se tourner directement vers la clean architecture? Après, si vous voulez, il y a des patterns qui marchent peut-être mieux avec une clean architecture que le MVC et qui répondent à peu près à la même chose. Un pattern ADR, Action Domain Resolver, souvent c'est à peu près la même chose, tu te ressors et tu peux passer plus par tes couches métiers. Quand tu as ce typologie d'architecture, en fait, tes contrôleurs existent, tes vues existent. Mais c'est tes couches, ton métier qui est pas positionné au même endroit. Donc, tu n'as plus vraiment cette représentation en couche si tu représentes ton système comme ça. Donc, utiliser les deux en même temps, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas une vue derrière et que tu n'as pas des contrôleurs. Ok. Écoute, il y a pas mal bon, ça va interagir. Je te propose qu'on continue et on va posera continuer. des questions à la fin. Ouais. Là, on va rentrer dans une autre typologie de pattern, ce qu'on appelle le CQRS. Dans la plupart des systèmes d'information, quand on veut récupérer des données ou écrire des données, on passe par les mêmes process. Là, l'idée de ce pattern, c'est de se dire, on va découper les process de lecture et d'écriture dans notre application. Typiquement, d'un côté, je vais créer un utilisateur, d'autre côté, je vais pouvoir récupérer l'utilisateur. Donc, le pattern est assez simple et conceptuellement, c'est ça. Donc, des commandes pour créer de la donnée et des queries pour récupérer cette donnée. L'avantage de faire ça, c'est que ça permet d'utiliser des bases de données différentes pour l'écriture, d'avoir de la logique pour la lecture et l'écriture, et d'avoir de la logique intermédiaire. Ça nous permet d'avoir, par exemple, une base purement transactionnelle pour l'écriture, et puis pour la lecture, se reposer sur des bases NoSQL qui peuvent scaler quasiment à l'infini. C'est un modèle assez simple qui me permet vraiment de faire évoluer, de tenir une grosse charge en lecture. Et c'est un pattern qui vous avez beaucoup retrouvé dans la presse, par exemple, où il y a beaucoup de consommation des articles, mais très peu d'écriture. Et le fait de décorréler les deux, en fait, ça permet cette souplesse dans le code. Et je vous parle de celui-là parce que ça me permet de passer à un autre pattern. Souvent, on parle de CQRS et puis on le mélange avec l'event sourcing. Pourquoi? Parce que l'event sourcing, là, c'est un autre pattern qui peut vous servir dans votre code. Et le but, c'est de se dire, c'est de stocker tous les comportements plutôt que l'état du logiciel.
C'est-à-dire que plutôt que de dire j'ai un utilisateur, je modifie son email et puis je stocke ça en base de données et fin de l'histoire, c'est de dire je vais stocker mes events, tous les events qui se passent, et c'est ça que je vais stocker dans ma base de données. Et puis ensuite, je vais en faire des projections que je vais stocker dans une autre base de données pour pouvoir les consommer. Et c'est un peu le pendant du CQRS qui donne une vraie force sur la lecture des données, parce que ça te permet d'utiliser des bases super scalables. Là, ça permet d'ajouter aussi de la scalabilité vraiment sur l'écriture des données, se dire on perd le côté purement transactionnel, mais on gagne énormément de capacité d'écriture. Ça, c'est des patterns qui sont beaucoup utilisés sur les gros réseaux sociaux, dans la banque, où chaque transaction financière n'est pas modifiée directement en base de données. On stocke les events un à un, et puis après, on les reconstitue pour faire votre affichage. Ce qui permet vraiment d'avoir une volumétrie d'écriture quasiment infinie. Est-ce que ça vous semble bien? Pas de questions là-dessus? Il y avait des questions au départ, et une question de Alexandre, un peu plus tôt, qui disait, est-ce que tu connais des cas où il n'est pas conseillé d'utiliser l'hexagonal ou la clean architecture? Parce qu'à chaque fois qu'il en entend parler, il a l'impression que c'est considéré comme une architecture miracle. En fait, il y a peut-être des moments où c'est moins utile. Après, on peut en avoir quasiment partout. Mais en fait, c'est utile à partir du moment où tu as du code métier, une richesse de code métier. Si tu es sur des éléments qui sont très techniques, ou ton métier, par exemple, peut-être qu'il y a d'autres typologies d'architecture qui font plus l'affaire. Il n'y a rien de miracle, en fait. Quand tu choisis une architecture ou que tu la mixes avec une autre, il ne faut pas oublier que l'idée, c'est toujours de gagner du temps et de faire en sorte que ta productivité soit pas impactée avec le temps qui passe. Donc, si ça répond pas à ça, c'est que tu n'as pas besoin de cette architecture. Mais souvent, tu as une richesse. Dans la plupart de nos systèmes d'information, de nos entreprises, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de codes métiers, de règles métiers et autres, et ça évolue dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on en a souvent besoin. Mais il y a des cas où c'est pas... il n'y a pas de généralité dans l'architecture. Il n'y a pas une architecture qu'on reproduit partout, et puis c'est celle-là, et fin de l'histoire. Ça n'existe pas. Ok. Et une petite précision de la part, une demande de précision de la part d'Hubert. Il n'a pas compris pourquoi l'event sourcing. Pourquoi c'est plus scalable? C'est plus scalable. Ouais. Alors, c'est plus scalable parce que souvent, quand tu as un système traditionnel, ce qui n'est pas scalable, c'est ta base de données relationnelle. Et pas scalable parce que c'est une base de données non distribuée qui te permet de gérer le transaction. Le fait de stocker des events, dépendamment, ça te permet d'utiliser une base NoSQL, de sharder, de mettre tes données même sur différentes bases et de se dire je stocke que des events. Donc tu vas utiliser des bases qui sont... c'est ta base de données derrière qui va permettre de scaler parce que tu vas stocker tes informations d'une certaine manière. Alors que si tu étais dans du pur transactionnel à vouloir stocker tes données, les modifier et puis les réutiliser directement, tu ne pourrais pas utiliser la même typologie de base de données. Si tu dois gérer des millions d'enregistrements par seconde, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bases relationnelles qui puissent fonctionner. Pourtant, il y a certains sites, si tu prends certains réseaux sociaux, c'est la charge qu'ils ont vraiment sur les écritures. Et ils sont obligés d'avoir ce genre d'approche. Mais c'est ce qui vous montre que ce pattern n'a peut-être pas le sens dans tous vos contextes. Il répond à cette problématique de charge sur l'écriture et de volumétrie d'écriture. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Alors il y a d'autres avantages, mais qui sont plutôt secondaires. Ok. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon au niveau des questions. Ok, ça marche. Ensuite, pour aborder d'autres typologies de patterns, souvent, on se rend compte que il y a quelques années, la plupart des systèmes d'information et des applications, c'était des gros monolithes. Des gros monolithes difficiles à faire bouger, souvent développés en couches.
ce qui a émergé, ce qui est pas forcément tout récent non plus, c'est les architectures orientées services ou les architectures de microservices. Et le principe est assez simple, c'est de se dire, plutôt que de penser l'application comme un tout et de le développer d'un bloc, c'est de créer des petites applications avec un rôle bien défini et de les faire collaborer ensemble. Ce qui permet pas mal d'avantages. Le premier, c'est que chacune de ces applications peut se caler différemment et on peut faire travailler des équipes sur des applications différentes qui communiquent entre elles. Et là, c'est là où est émergée la notion d'architecture microservice, d'architecture orientée service, et puis même de manière un peu plus large, il y a tout l'aspect serverless qui peut vraiment matcher avec ce typologie d'approche qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Et vraiment, l'intérêt, c'est vraiment ça. C'est de chaque application est petite, donc peut évoluer de manière isolée. Donc, on pourrait changer de langage sur un service, on pourrait le refaire, on peut faire travailler une équipe différente sur chacun de ces services, les déployer de manière isolée, tout en alors qu'elles forment collectivement un tout qui est utilisé par le client. Est-ce que ça vous semble clair là-dessus ? Ça vous va ? Ça a l'air d'être clair. En tout cas, il n'y a pas de questions Ouais, pas de questions. qui en ressortent. Et puis, on pourrait alors, revenir, parce que là, c'est assez si, large. alors, si, il y a une petite question. Pour la collaboration des services, qu'est-ce que vous conseillez? Car c'est le plus gros inconvénient pour moi. C'est une question d'Enguda. Il y a différentes choses. Alors, je vais en revenir juste après. En général, de manière technique, ça collabore avec des API REST. Des fois, tu as des échanges de messages avec des event bus ou des choses comme ça. Mais c'est tout l'enjeu. Parce que le risque avec cette approche microservice, c'est de se trouver à faire des monolithes distribués, parce qu'on a plein de microservices, mais au final, ils sont tellement couplés qu'on n'a pas les avantages du microservice, mais tous ces inconvénients. Et ça arrive assez souvent. Et ça me permet d'introduire un autre aspect de l'architecture. C'est tout ce qu'on va... c'est le domain-driven design. Donc, le domain-driven design, il y a vraiment deux aspects et deux choses à retenir. Alors, à la base, c'est un gros bouquin. Le DDD, c'est un gros bouquin. Un mec qui pensait... L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le système d'information reflète au mieux, favorise la collaboration parce qu'il va refléter au mieux le métier. Pour refléter au mieux le métier, il y a toute une partie stratégique. C'est comment tu vas découper ton système d'information pour qu'il représente des contextes métiers propres où tu vas mieux, qui vont pouvoir évoluer de manière isolée et qui vont refléter exactement le métier que tu as dans ton entreprise. Et à vrai dire, ce découpage, ça me permet de répondre un peu à ta question, c'est qu'une bonne approche microservice, c'est des services qui ne sont pas juste là techniquement, parce qu'on crée des services pour tout et rien et on ne comprend pas comment ils dialoguent les uns avec les autres. Le mieux, c'est de les découper de manière métier et de se dire, j'ai des microservices qui sont scopés sur des contextes métiers assez précis, je sais exactement ce qu'il y a dedans et je sais comment ils vont collaborer les uns avec les autres, parce que c'est comme ça que les métiers, que mes interactions métiers sont. Donc ça, c'est une des parties du domaine driven design et c'est vraiment une approche assez stratégique. Donc on sort un peu de l'architecture logicielle. Là, on est plus dans le domaine de l'urbanisation du système d'information, de comment on découpe ça, comment ça collabore, comment les différentes équipes et les différentes briques logicielles vont collaborer les unes avec les autres. Mais c'est assez complémentaire avec le microservice et c'est pour ça que je parle de ça juste après. Ça, c'est la partie vraiment stratégique. Et puis, il y a une partie un peu plus tactique où on rentre vraiment dans du pattern, de découpage, du pattern pour modéliser vraiment le contexte métier. Donc, à gauche, je vous ai mis un petit schéma, mais c'est tous les termes que vous allez retrouver dans le DDD. Il y en a beaucoup. Je ne pense pas que ça soit le lieu pour vous parler de tout ça, parce que je pense qu'on pourrait prendre
Ça pourrait prendre des heures, mais l'idée, c'est qu'il y a ce bouquin, il y a cette approche que vous risquez de retrouver beaucoup en entreprise. Et l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Rapprocher la technique et le métier. Ok, très clair. Alors, j'ai fait J'ai le juste tour. une question, Ouais. pardon, Rosy, quand tu parles de métier, est-ce que tu peux préciser? Alors, quand je parle de métier, je parle vraiment de... pas simple à définir, mais je parle pas d'équipe et de personnes, vraiment, mais je parle de ce qu'il y a derrière, la substance et l'action qu'il y a derrière. Typiquement, si on parle d'équipe commerciale, bah, potentiellement, tu as des métiers, tu as du commercial en tant que métier. Là, tu as des choses dedans qui s'y passent. Tu vois, il peut y avoir des règles, des choses pour automatiser ça. On peut avoir dans certaines boîtes, moi là je suis dans un environnement où on a un peu un pendant e-commerce, donc tu vas avoir du merchandising. Le merchandising, bah, c'est un ensemble, ça peut être enfin, un contexte métier à proprement parler. Je ne parle pas forcément du métier d'une personne, je ne prends pas les acteurs dans le système, mais ce qu'il y a derrière. Une personne peut intervenir sur plusieurs métiers potentiellement. Je ne sais pas si ça rend les choses plus simples à comprendre. Ouais, si, j'essaie juste de comprendre comment ça se traduit en fait quand tu développes une application, tu vois, quand tu parles de métier, Hum. comment ça se traduit un peu dans la réalité. Ouais. Bah, je peux vous parler de comment on découpe ça chez Capcar. Chez Capcar, bah, nous, grosso modo, le contexte, c'est qu'on fait de l'intermédiation, la voiture d'occasion. On a des acheteurs, on a des vendeurs, on les accompagne dans la transaction et puis on a des métiers assez riches. Alors, comment on a découpé ça? On a différentes choses. Donc, on a un métier qui est de la qualification, qualification des vendeurs. Où on va leur proposer récupérer des infos sur leur véhicule, avoir un référentiel, permettre de faire du pricing automatique des voitures. Puis l'idée, c'est de vraiment qualifier un vendeur de voiture. Un deuxième métier des vendeurs qui est l'inspection du véhicule. C'est comment on va aller sur le terrain, inspecter les véhicules, répertorier les défauts et ainsi de suite, gérer les inspecteurs automobiles qu'on envoie sur le terrain et puis planifier tout ça. Ça, c'est le deuxième ensemble métier. Côté plus commercialisation et acheteur de véhicules, là, on va voir vraiment une brique de réservation pour réserver en ligne et une brique de merchandising avec beaucoup de richesse, parce que d'un côté, tu vas avoir des flux que tu vas envoyer chez différents partenaires, de l'autre côté, des interactions avec le CRM, les différentes choses. Après, une brique plus gestion de la transaction à proprement parler entre l'acheteur et le vendeur. Tu vois, donc, c'est vraiment une représentation métier et souvent, tu as des acteurs et des personnes en entreprise qui viennent intervenir sur ces différents métiers. Ok, très, très clair pour moi. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que en fait, dans ces différents métiers, en fait, tu as différentes fonctionnalités Exactement. C'est des contextes métiers qui peuvent avoir leur propre vocabulaire, leurs propres experts, leur propre manière de faire. Et moi, j'aimerais bien me le représenter sous forme que c'est un métier à partir du moment où cette brique et ce contexte, tu pourrais le prendre, tu pourrais en faire une boîte, une entreprise à proprement parler, et ça pourrait fonctionner. C'est que c'est un contexte métier. Si tu peux pas faire ça, c'est peut-être juste un sous-ensemble, c'est peut-être juste une brique technique, mais ça peut pas forcément vivre à proprement parler. Je sais pas si c'est l'approche parfaite, mais de le concevoir comme ça a du sens. Ouais, compris. Alors, je vais aller vite sur la conclusion, comme ça on pourra répondre aux questions. Donc, grosso modo, vous êtes tous dans la tech. Dans la tech, on a beaucoup de choses à apprendre, hein. Vous avez des langages, vous avez des frameworks, vous avez tout un tas de choses, l'algo et autres. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous allez apprendre des langages, des frameworks, mais ça va durer quelques années. Souvent, ça évolue et ça évolue à un rythme dingue. Fait que vous êtes toujours obligé d'apprendre. Si vous investissez sur l'architecture, les choses que vous apprenez maintenant, tout le reste de votre carrière, vous pouvez les réutiliser. C'est des choses qui évoluent beaucoup moins vite, qui permettent d'avoir de la souplesse dans les systèmes d'information qui ne bougent pas. Il y a des choses, je vous ai monté, ça fait 20 ans que ça existe et ça fait 20 ans que ça marche toujours.
Alors que vos langages, je suis sûr que dans 10 ans, vous ferez certainement plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça. Dans la tech, il y a des choses qu'on apprend qui sont périssables très vite et d'autres auxquelles il vaut mieux investir. Et l'architecture en fait partie, au même titre que l'algorithmie. Donc, je sais pas, la population des gens qui sont là, je pense qu'il y en a qui débutent, il y en a qui sont peut-être qui codent peut-être un peu plus longtemps. Investissez les choses là où ça a le plus de valeur. Je pense que ça sera le plus. Enfin, je pense que c'est le plus pertinent. Et, et tu conseillerais pour les juniors là, parce qu'il y en a Ouais. plusieurs qui nous regardent, tu conseillerais de commencer par où? C'est-à-dire, Bah, sur l'architecture pour commencer à s'initier parce que c'est un long chemin, tu vois. Il y a c'est beaucoup un long de. chemin, exactement. Là, je vous ai présenté qu'une partie de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on est dans un métier où il faut beaucoup se former, il faut beaucoup lire, il faut apprendre des choses, faut essayer, il faut comprendre l'intérêt avec ça. Et puis ça arrive petit à petit. Et je pense que quand on commence tout juste, le premier enjeu, c'est peut-être l'algorithmie. Mais une fois qu'on a compris ça, bah, c'est dommage que le code qu'on fait aujourd'hui, alors, il peut avoir un très bon algo, mais qu'on le mette à la poubelle dans 6 mois, parce qu'il ne correspond plus au métier où on n'a pas été capable de lui donner la bonne souplesse. Et là, l'architecture sert à ça. Mais on peut y aller pas à pas. Tu vois, une fois que tu as compris le MVC, c'est un truc, bah, tu peux avancer. Tu fais, OK, je rajoute quelques notions. Tiens, j'ai cette typologie d'architecture. Tiens, elle collerait bien dans mon projet. J'ai des gens pour m'accompagner. On la met en place. Et puis d'apprendre au fur et à mesure. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait une solution magique. Je pense qu'on est dans un métier où il faut beaucoup s'investir pour apprendre et puis faire des choses bien. Et puis c'est forcément payant un jour parce que ça va te rendre plus efficace au quotidien. Ok. Mais tu vois, est-ce que tu conseillerais de lire un bouquin, typiquement? Tu commences par avoir une bonne base théorique et de te dire, bon, bah voilà, même si ça reste de la théorie, ça me permet de le Oui. repérer dans le code que je vais lire plus tard, ou, tu vois. Bien sûr, bah alors sur les design patterns, il y a des bouquins, il y a des sites en ligne. Sur les patterns que je vous ai montrés, bah, des livres sur le DDD. Bah, le DDD, enfin le Domain Driven Design, c'est un bouquin à la base. Voilà. Mais il y a les bouquins, vous pouvez retrouver des articles de blog, des choses. Mais je pense vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour clarifier ça, bah, souvent, faut avoir plusieurs sources. Ok. La première fois que tu lis sur un sujet, bah, tu vas peut-être pas tout comprendre d'un coup. Il va falloir que tu lises, si c'est un bouquin en anglais de 500 pages, bah, peut-être qu'il va falloir le lire 2, 3 fois. Alors que si tu mélanges les sources, bah, tu vas avoir des points de vue différents, des approches différentes, et peut-être que ça rendra les choses plus claires. Ok. Mais surtout, il ne faut pas se dire non, bah, je vais le découvrir tout seul. L'erreur, hein, c'est de se dire ah, bah, les patterns, non, attends, c'est long, c'est chronophage, je vais les découvrir tout seul. Personne ne découvre les patterns tout seul. Tu as des solutions, vaut mieux les connaître pour les utiliser, parce que quand on aura besoin, tu sauras que ça existe, quitte à la creuser plus à ce moment-là. Bah, l'architecture, c'est un peu ça. Ok. Bah, ça rebondit un peu sur ce que dit Hubert dans le chat. Si je comprends bien, il faut être orienté concept et chercher un mentor. Est-ce que ça, c'est un peu Bah, ça? chercher un mentor, oui, ça peut te faire gagner du temps. Si tu trouves un mentor, forcément, tu vas gagner du temps. Il va t'apporter, il va te permettre il va te transmettre ses connaissances beaucoup plus simplement. Après, on a de la chance d'être dans un monde où le savoir est ouvert et est sur Internet. Si tu apprends à chercher sur Google, si tu trouves du temps, tu peux apprendre beaucoup de choses par toi-même et tu peux quasiment tout apprendre par toi-même. Donc Est-ce le que. mentor, ouais. Pardon, non, vas-y, termine. Non, Pose ma question. le mentor, c'est un plus, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, quoi. On peut tous se débrouiller et apprendre. C'est surtout du temps qu'on a besoin. Et moi, je rebondis du coup là-dessus parce que c'est bien la théorie et de lire des livres. Et bah, bon, à un moment, il faut mettre en pratique. Est-ce Ouais. que c'est pertinent justement de coder ses propres projets et d'essayer de mettre en place justement des concepts Alors, bien sûr, d'architecture, d'archi? les deux sont complémentaires. À dire, beau lire un livre, si tu t'arrêtes là, bah, en fait, tu risques de pas retenir grand-chose. Alors que de le mettre en pratique sur un projet testé et d'ajouter la pratique à tout ça, c'est essentiel et les deux vont ensemble. Si tu fais de la pratique sans théorie, le problème c'est que tu vas pas aller très loin. Si tu as que la théorie sans la pratique, bah, c'est pareil, elle va pas te rester très longtemps ta théorie.
Et du coup, ça m'amène une autre question, parce qu'en fait, tous ces sujets d'architecture, enfin, en tout cas, comme moi, j'ai très peu vu dans mon parcours dans l'école de code que j'ai faite. Est-ce que tu peux justement, parce qu'on a l'impression que c'est applicable que pour des gros projets. Est-ce que, Alors, tu vois, on peut le mettre en pas... place sur des petits projets qui sont simples, ou alors voilà, alors, ou juste pour s'entraîner peut-être? bien sûr, alors après, tu as des grosses architectures qui répondent à quelque chose, mais déjà, rien n'empêche de les mixer, de s'inspirer, d'en prendre qu'une partie et autre, pour répondre à notre problématique. Il ne faut pas oublier d'être pragmatique derrière. Mais on peut transgresser les règles qu'une fois qu'on les a compris. Donc, c'est bien de les comprendre et puis après de voir quand on en a besoin. Ça, c'est pour les typologies d'architecture. Sur un petit projet, bah, tout ce qui va être design pattern va servir. Tes design patterns sur n'importe quel projet, en fait, le code, c'est des design patterns et c'est des concepts. Des concepts, des concepts, des approches, des design patterns, tout ça, bah, en fait, tout ce que tu vas apprendre sur un petit projet, tu pourras le mettre en pratique. Tu vois, c'est tout ce qui va sortir du pur algo, de dire, OK, j'ai ça à coder, je code ça, et fin de l'histoire, c'est fait. En fait, de structurer ton code, en fait, ça va te le rendre plus simple. Ok. Ok. Je reprends une question qui a été posée il y a assez longtemps par Fabien, si ça te va. Si tu avais fini d'ailleurs ta réponse. C'est dans le schéma de la clean architecture montré au début, c'est quoi la différence entre les entities et contrôleurs techniquement, vu qu'on est censé mettre notre logique métier dans les contrôleurs? Et qu'est-ce qu'une entity concrètement? Alors, sur quel slide? Je Sur pense que c'est celle-là. encore avant. OK. Sur Ouais. la clean architecture? Ouais. OK. Alors, non. Alors, si tu fais du MVC, ta logique métier n'est pas dans tes contrôleurs. Tu fais du MVC, en fait, tu as modèle vue contrôleur, hein, mais en fait, ton métier, c'est ton modèle. Donc, ton contrôleur, lui, il fait juste le lien entre ta vue et ton métier qui est dans ton modèle. Le problème, c'est que c'est en couche. Tes entités, euh, ça va être le pendant, ça va être le pendant de ton modèle, ça va être la modélisation de ton métier. Ça va être tes concepts. Tu vois, tu vas avoir un utilisateur, tu vas avoir ses adresses mail, tu vas avoir son compte, par exemple, ou différentes choses, ses alertes, ou ainsi de suite. Ça, c'est tes entités. Après, si tu prends de la clean architecture, tu as tes use cases. Donc, c'est tes cas métiers qui vont agir sur tes entités. Et tes contrôleurs qui sont au-dessus. Mais tes contrôleurs ne font rien d'autre que faire communiquer différentes choses. En fait, c'est des briques qui sont purement techniques. Tu es censé avoir zéro métier dans tes contrôleurs. Ok. Je crois que Xavier a déjà commencé à répondre à la question d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Mais- Mais c'est ça. Après, tes contrôleurs, c'est juste des adapteurs. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Moi, j'ai moins fait de clean architecture. Je me suis plus orienté vers l'architecture hexagonale, qui est peut-être un peu plus libre parce qu'elle spécifie un peu moins de choses. Si on parle d'architecture hexagonale avec des concepts assez simples, hein, c'est qu'est-ce que c'est qu'un port, qu'est-ce que c'est qu'un adapteur et comment tu isoles ton métier de tes couches techniques. Est-ce que justement tu peux nous L'architecture cadre un peu rappeler pas. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup un peu la différence entre la clean archi et l'archi hexagonale, parce que tu vois ces concepts ils vont souvent ensemble, mais Alors, pourquoi c'est deux auteurs différents qui les ont fait. Je pense que la clean architecture est beaucoup plus détaillée et te drive beaucoup plus. Elle te permet de découper beaucoup plus ton code et de manière un peu plus uniforme, projet en projet. L'architecture hexagonale, bah, l'idée, c'était juste de découper ton domaine applicatif et tes couches techniques. Donc derrière, il y a beaucoup moins de concepts, il y a beaucoup moins de choses, et du coup, ça te laisse un peu plus de liberté. Mais les deux sont très similaires dans ce qu'elles t'apportent. En fait. De dire, je vais avoir mon métier au centre de tout le reste, bah, c'est ça qui t'apporte quelque chose d'assez novateur avec l'une ou l'autre de ces approches.
D'accord. Mais on peut pas dire que que l'archi hexagonale, ça fait partie de la clinarchie? Bah, non, parce que c'est deux autres. En fait, une architecture, une typologie d'architecture comme ça, c'est qu'un jour, il y a un mec qui utilisait, qui s'est dit, bah, je vais écrire un article de blog, je vais écrire un bouquin, et puis je vais la partager. Donc, la Ok. clean architecture est née d'un bouquin. Ok. L'architecture hexagonale, je sais pas si elle est liée d'un bouquin, mais en tout cas, elle est liée enfin, elle est spécifiée sur un bon article de blog, ou de site. Enfin, je sais plus. Puis c'est deux auteurs. C'est juste deux auteurs différents. Ok. Est-ce que, Mais qui partagent ça, quoi. Se dire. est-ce que de manière très très triviale, on pourrait dire que l'architecture, c'est un peu simplement une manière d'organiser les choses dans ton application pour que Alors, ton code soit plus maintenable, plus performant? c'est ça. C'est que t'organises les choses pour te laisser un maximum d'options. Mais oui, c'est de l'organisation du code. Hmm. Mais de manière un peu plus. Comment dire? Pas vraiment à l'échelle de ton blog, c'est comment tu vas designer ton code pour te laisser des options. Et c'est vraiment ça. Mais oui, c'est pas de l'organisation. Et quand tu dis de te laisser des options, du coup, c'est quoi le lien entre l'architecture et la dette technique? Alors, l'architecture permet de rendre ta dette technique moins grave. En le sens, en fait, il y a différentes choses dans les projets. Alors déjà, tu as tout ce qui va être complexité accidentelle et dette technique. En général, ta dette technique, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que c'est pas la meilleure solution que tu fais tout de suite, mais tu sais pourquoi. Enfin, tu le fais parce que tu n'as pas le choix pour aller plus vite et aller plus vite en production. Complexité accidentelle, c'est tu sais pas ce que tu fais ou tu sais pas trop, donc tu fais des choix non optimaux et puis après c'est compliqué à faire évoluer. En fait, l'architecture, elle te permet de enfin d'organiser ton code de telle sorte où tu vas avoir de la souplesse. Mais si chacune des briques individuelles, il y a de la dette technique dans des briques individuelles, c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est isolé, tu peux repasser dessus. Tu n'as pas un impact transverse sur ton système d'information. Ok. Alors que si tu te plantes sur l'architecture et que tu fais un code spaghetti immaintenable, bah, là, ton projet, tu le prends, tu le mets à la poubelle, tu seras obligé de le refaire. Donc, elle te permet de limiter ta dette technique ou de la rendre moins grave s'il y en a. Ok, très clair. Et est-ce que c'est le rôle du CTO justement de faire ses choix d'architecture ou alors c'est un petit peu tous les développeurs, tu vois, Non. qui doivent Bah, avoir un peu conscience de ces problématiques-là, qui vont un peu tous ensemble d'un commun accord dire ok, bah, pour telle partie de cette application-là, je vais mettre en place ceci, cela. en fait, on va retrouver tout dans les entreprises. Tu vas avoir des entreprises où tu vas avoir des architectes qui vont penser à ça, qui vont être plus ou moins proches des développeurs. Tu vas avoir des entreprises où c'est les développeurs qui ont cette compétence-là et cette appétence, hein, qui vont le mettre en place. Une boîte où tu as le CTO qui est un peu plus technique et qui va pouvoir participer à ça. Pour que ça marche et pour que ça marche bien, de toute façon, il faut de l'adhésion. Donc, que tu aies un architecte qui fasse ça, et puis qu'il faut qu'il embarque les devs, que tu aies un CTO qui le fasse, il faut qu'il embarque les devs. Si ça vient d'un dev, il faut qu'il embarque ses collègues dedans, quoi, et que tout le monde y trouve de l'intérêt. Donc, tu as un côté quand même collégial et collectif, même si c'est tiré par quelques personnes, et peu importe leur titre, en fait, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que dans une équipe, tu aies en partie cette compétence, et puis que tout le monde y soit sensibilisé parce que ça fait gagner. Enfin, si tu n'as pas ça dans ton équipe ou dans ta boîte, le problème, c'est que ça va. Ton projet ira pas forcément très loin, quoi. Et est-ce que d'après toi, dans ton expérience, il y a beaucoup de développeurs seniors qui sont peu familiers justement des enjeux d'architecture? Alors, il y en a, chacun, c'est. En fait, les développeurs ont tous leurs appétences. Donc, tu en as qui vont y trouver un intérêt ouais, et qui vont l'utiliser au quotidien. Il y en a, c'est moins le cas. Il y en a qui vont plus préférer l'algo et la performance. Tu vois. Puis chercher leur plaisir de autre chose. Tu as des développeurs seniors, ce qu'ils vont aimer, enfin, juniors, c'est juste délivrer des features et voir l'impact de ce qu'ils font. Euh, donc ça dépend vraiment des personnes. C'est pas parce que tu es senior que c'est un domaine que tu maîtrises.
En tout cas, c'est pas parce que tu te vends comme senior que c'est un domaine que tu maîtrises, ou inversement. Tu peux avoir quelques années d'expérience et puis déjà t'intéresser à ça. Et est-ce que pour toi, du coup, s'intéresser à ces enjeux, enfin, ces problématiques d'architecture, c'est indispensable pour un développeur? Même si c'est pas forcément ton appétence, tu vois, est-ce que faut quand même bien avoir compris Alors, ça dépend comment on voit les choses. Si je te dis que je peux pas te dire c'est indispensable parce que si que tu connais pas ça, tu trouveras quand même un job dans le marché actuel. Si tu sais coder et que tu as touché des technos, tu trouveras un job. Par contre, oui, c'est indispensable, sens où ça te rendra meilleur développeur. Ça te permettra de faire du meilleur code, ça te permettra de mieux interagir à la fois avec tes métiers, mais avec tes pairs et d'apporter plus de valeur à ton entreprise. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose de super important. Ouais, donc on voit bien que c'est au-delà quand même de l'histoire d'appétence, c'est quand même une histoire de compétences fondamentales à avoir quand même. Comme beaucoup de choses. Donc, tout à l'heure, on parlait de BDD ou de TDD. Pour moi, c'est des choses importantes aussi. Tu vois. C'est des pratiques qui sont importantes. Donc, après, est-ce que tous les développeurs les maîtrisent? Pas vraiment. Est-ce que tous les développeurs s'y intéressent? Pas vraiment. Et le marché fait comme ça, quoi. Et c'est pas très grave en soi. Hein. Oui, non, c'est pas très grave, mais si tu veux vraiment te différencier et si tu veux peut-être un peu viser l'excellence, c'est quand même pas mal d'avoir ces compétences, c'est cordes à ton arc. Puis à vrai dire, c'est plus simple. Tu vois, parce que quand tu fais de Oui, c'est ça. l'architecture, au lieu de mettre un gros problème dans ta tête, tu l'as décomposé en plus petits bouts et puis c'est plus facile à gérer. Et au final, cérébralement, d'avoir cette vue d'ensemble, en fait, ça te permet de diminuer ta charge mentale sur tout le reste. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on pourrait dire des bonnes pratiques en général, c'est qu'en fait, ça te demande quand même beaucoup de travail quand tu les connais pas. Et après, une fois que tu es assez familier, que tu as pratiqué, que tu as pu travailler avec des collègues, tu as pu travailler dans une entreprise qui était familier avec ces bonnes pratiques, une fois que tu as tout ça, et ben justement, le développement, les problématiques de développement peuvent être plus simples. Alors c'est ça, c'est plus simple et puis c'est pas plus long. Ce que j'aime bien dire, c'est que de toute façon, c'est faire les choses bien, ça prend pas forcément plus de temps. Et souvent, ça en prend pas plus, parce qu'on le voit, très vite, c'est rentabilisé. Par contre, apprendre à faire les choses bien, apprendre tout ce qu'il y a besoin de faire, ça coûte beaucoup de temps. Et souvent, le problème, il est là, quoi. C'est qu'on veut gagner du temps parce qu'il y a plein de choses à apprendre, donc on les apprend pas, on les fait pas, et puis juste on avance dans l'opérationnel. Ou alors on les apprend, et puis de toute façon, le projet est plus long. Alors quand on les a déjà, ces pratiques ou cette théorie, on développe, on n'est pas plus long à développer. Bien au contraire, on gagne même du temps. Quoi. Oui, parce que tu as peut-être des problèmes qui sont justement que tu visualises mieux, tu vas pouvoir y répondre plus facilement, etc. C'est peut-être dans la. Moi, quand j'entends ça prend plus de temps, c'est peut-être pour écrire le code stricto sensu. Mais en fait, peut-être dans la réflexion, etc., effectivement, tu vas aller plus vite parce que tu vas avoir compris le problème plus vite, tu vas pouvoir y répondre plus rapidement. Et derrière, en tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai compris les choses, c'est que tu avais moins de dettes techniques et donc tu passais moins de temps aussi à corriger les choses, à débugger, etc. Exactement. Ok, super, si j'ai bien compris. C'est super, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres. Alors, il y a plusieurs autres questions qui sont arrivées. Est-ce on peut prendre 5 minutes de ton temps en plus ou t'as... Ouais, non, mais on peut. Alors, c'est bientôt l'heure de l'apéro, mais on peut. Ouais, bon, ça c'est super important. Moi, j'ai une petite question qui rebondit un peu sur ce que vous venez de dire avec Claire. C'est la question de la transmission et tu vois le fait d'embarquer les autres. Typiquement, toi, dans ton expérience et potentiellement chez Capcar, comment vous faites pour transmettre aux nouveaux arrivants et potentiellement les juniors ces principes d'architecture logicielle et pour qu'ils comprennent le métier et qu'ils comprennent ce qu'ils vont coder. C'est quoi les étapes de la transmission? C'est pas simple, faut y aller un petit peu par un petit peu. En fait, t'arrives pas en leur donnant un panorama, voilà toutes les architectures possibles, voilà tout ce que tu dois savoir, parce que sinon tu noies les gens. Mais face à des problématiques un peu plus concrètes, tu peux leur apporter des choses ou tu peux les inciter, déjà les faire réfléchir. Ok, on a ça comme problème, réfléchis, comment tu veux le faire avant de coder?
comment tu veux le faire? Et puis toi, tu peux apporter ta solution à côté et expliquer de manière pédagogique, bah voilà, moi j'aurais fait ça comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça a tel intérêt. Et vraiment, petite touche par petite touche, et puis de jour en jour, les gens progressent. Ok. Ça, c'est une approche, mais bon, ça coûte de l'énergie. En fait, tu gagnes le jour où tu arrives à créer le déclic chez les gens. Puis qu'ils arrivent à se former tout seuls. Et il y a une force de proposition à dire, OK, tiens, je fais de la veille, mais pas que sur les technos qui sortent, mais sur tes concepts et autres, parce que je vois un intérêt dans mon métier. Et je sais que ça va me servir à moi, et pas que à l'entreprise, mais surtout à moi dans mon job, pour mieux m'éclater, quoi. Et une fois que tu as ça et que tu as créé en fait, cet intérêt un peu plus profond, bah là, en général, ça fonctionne mieux. Ok. Ok. Merci pour la réponse. Il y avait une question qui a été posée plusieurs fois, donc je vais la reprendre. Celle de Benjamin autour de l'atomic design. Est-ce que c'est un pattern d'architecture ou pas? Est-ce que... Ouais, Alors, il y a cette l'atomic question. design, c'est plus côté front, j'ai l'impression. Je peux te dire, il y avait deux questions Et, autour de ça. Il y en avait une, c'était est-ce que ce serait un design system, plus un design system qu'un design architectural? Est-ce bah, que c'est ça en l'atomic fait, design? alors, je sais pas si je peux appeler ça de l'architecture, mais ça répond à certains de ces principes. C'est qu'en fait, t'as des choses essentielles quand tu conçois comme ça, c'est qu'il faut essayer de rendre les choses composables. Il faut créer ton code, que ce soit front ou back, comme si c'était des Lego. Tu vois, pour les assembler les uns avec les autres et puis pouvoir les changer et autres, et préserver cette souplesse. Bah, l'atomic design, le design system ou autre, bah, c'est fait pour ça. C'est que tu as créé une fois une brique, et puis tu veux la composer et la réutiliser dans d'autres contextes. Tu vois, et c'est, donc pour moi, c'est de l'architecture. Alors, tu n'as peut-être pas de Ok, pattern à proprement parler, mais tu as des choses assez similaires. ok, ok. Et si vous avez une dernière question, on peut la poser. Pendant ce temps-là, j'en pose une que j'avais de côté depuis assez longtemps. Xavier, si tu en posais une, c'était est-ce qu'on peut avoir une architecture composée de plusieurs architectures? Par exemple, on a deux microservices, un est architecturé en hexagonale, le deuxième en MVC, et le front-end serait en clean par exemple. Euh, alors, entrer dans l'exemple, mais oui, tu peux avoir plusieurs architectures au sein d'un système d'information. Tu peux avoir plusieurs architectures au sein d'un même projet, parce qu'elles ne se positionnent pas tous au même endroit. Typiquement, tu peux faire de l'hexagonal avec du CQRS et de l'event sourcing. Tu peux t'inspirer de différentes choses. Typiquement, chez Capcar, ben, on a une approche microservice. Chaque microservice, c'est de l'hexagonal. Et puis, on s'inspire un peu du DDD pour toute la partie découpage stratégique. Et puis, quelques patterns un peu tactiques. Donc, on a plusieurs patterns qu'on utilise conjointement. Et certains s'assemblent très bien ensemble. Donc, c'est pas un problème en soi. Puis ça ne veut pas dire que sur d'autres aspects, là, sur le back-end, on peut avoir ça. Tu pourrais avoir du MVC sur le front et ça fonctionnerait de la même manière. Donc oui, on peut les faire fonctionner ensemble. On peut en prendre qu'une certaine partie qu'on a bien compris, et j'insiste là-dessus, comment le pattern fonctionnait et ses intérêts. Des fois, on peut prendre des petits raccourcis, mais il faut savoir ce qu'on fait quand on fait ça, quoi. Tu le fais quand tu as bien compris, tu le fais pas parce que tu as juste survolé et puis tu crois savoir. Ok. Ok. Et une petite dernière question sur le refactoring. Est-ce qu'un refactoring régulier est indispensable dans ce cas-là? Ben, ça dépend. Tu refactorises quand tu as besoin de refactoriser. Euh, des fois, ça t'apporte de la souplesse. Des fois, tu en as besoin parce que tu as écrit du code qui doit l'être. Et puis là, tu as des pratiques qui peuvent t'aider. Si tu fais du TDD, du BDD, ça te facilite la refactorisation. Euh, mais t'es pas obligé de refactoriser tout et n'importe quoi tout le temps. Si tu as un code que tu as écrit il y a 10 ans et que tu touches jamais et que tu repasses jamais dessus, tu n'as pas d'intérêt à le refactoriser. Si tu as un code, tu repasses dessus tous les matins et puis à chaque fois, il prend beaucoup de temps parce qu'il est mal structuré, puis tous les 2 jours, tu dois repasser à rajouter des choses dessus, bah lui, oui, il a beaucoup d'intérêt à être refactorisé. Là, donc, ça dépend vraiment du contexte. Tout ce qu'on fait,
côté tech, l'intérêt et les business derrière. Donc, si tu dois faire une action qui est purement technique, c'est pour gagner du temps après et que ce temps soit rentabilisé. Ok, très clair. Merci beaucoup, Rudy. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là sur les questions. Merci d'avoir pris le temps de Parce qu'on répondre à toutes. on peut peut-être prendre le pouls. Est-ce que ceux qui sont là dans le chat ont aimé l'intervention ou est-ce qu'on aurait changé 2-3 trucs Ah bah allez-y, Bah, hein. pour Faites-nous un pour petit la feedback à prochaine, chaud, quoi. ouais, carrément. 10 sur 10. Non, parce que ça permet de m'améliorer. J'ai pas eu le temps de beaucoup préparer, donc à chaud, je pense qu'il y avait. Non, La c'est prochaine, on génial, hein. fera mieux. Si je peux dire un petit mot, moi je trouve que c'est assez compliqué quand on est développeur junior, en tout cas, de bien s'imprégner de toutes ces problématiques-là, parce qu'on voit bien que c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses. Tu vois, quand on parle d'architecture, tu nous as parlé tout de suite de design pattern, de clean archi, d'archi hexagonale, etc., de DDD, et tout ça, je pense que c'est pas simple. Je pense que ça peut effrayer même certains développeurs juniors, mais pour autant, moi je suis convaincue que c'est assez indispensable pour être un très bon développeur pour la suite. Et je pense il faut s'accrocher, mais voilà, enfin, c'est un peu pour résumer. En tout cas, moi, ta présentation, je trouve que c'est compliqué, mais que c'est pas inaccessible. Ouais. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, un développeur, toute sa vie, c'est un étudiant. Donc même après 10 ans, 15 ans, 20 ans Ouais. d'expérience, tu as toujours plein de choses à apprendre. Ouais. Donc, peu importe où tu es aujourd'hui, de toute façon, tu apprendras tout le temps. Tu vois. Et il faut continuer d'apprendre. Et je pense que c'est bien que ça soit une routine. Parce que c'est ça qui rend notre job sympa, quoi. Ah, mais tout à fait, c'est ce qui rend le métier hyper enrichissant. Tu ouvres une porte et en fait, il y a plein de choses derrière, quoi. Clairement. Ok. Et ben, j'ai Et l'impression il y a quand même une petite remarque pour améliorer, Rudy, c'est mettre des cas concrets pour faciliter la présentation, qui reviennent deux, trois Ça fois. marche. Et ben, la prochaine fois, si je la refais, si quelqu'un la revoit, j'essaierai de mettre des petits cas concrets. Ok. Très bien. Et ben, Il y a merci tout le monde. il y a pas mal de mentions sur tes posts LinkedIn aussi, donc t'arrêtes pas. C'est plus simple à faire. Mm. Et puis, quand on se trompe, on peut hésiter, corriger. Ouais, c'est sûr. Ça, tournure de phrase approximative à l'oral, elle reste pour toujours. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, le live, il sera toujours visible pour tous les inscrits. Donc, si vous voulez le revoir, il n'y a pas de problème. Et nous, avec Modulo, on va faire une page Notion récapitulative. Donc là, pour le coup, il faudrait être inscrit sur le réseau. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, pas de souci, on vous enverra un petit mail avec le lien. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir pu suivre l'intervention. Merci Rudy pour ton temps. Merci d'avoir accepté de dépasser un petit peu. Et puis, merci Claire d'avoir été là aussi. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.